Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de ce journal. La solidarité s'organise après le séisme qui a touché le Maroc vendredi dernier. La Croix-Rouge monégasque a lancé un appel aux dons. Nous recueillerons ce soir le témoignage de Jérémy Cranchamp, porte-parole de la protection civile française. L'actualité de ce 11 septembre, c'est également la rentrée scolaire à Monaco. Une semaine après leurs voisins français, plus de 5600 élèves ont repris le chemin de l'école, du collège au lycée. Nous les avons suivis. Cette rentrée scolaire est placée sous le signe du bien-être à l'école, avec un accent mis sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Frédéric de Chambure, secrétaire général de l'association Action Innocence Monaco, sera notre invité dans ce JT. Ambiance Charleston sur la place du Palais Princier pour sa 10e édition. Le rallye féminin des voitures anciennes a ouvert ses portes à la jante masculine. Et puis à la fin de ce journal, Christine Datomel partira à la rencontre de ceux qui font Monaco. Ce soir, il s'agit d'un commerce de proximité qui a rouvert ses portes après un an de fermeture. Vendredi 8 septembre, le Maroc était frappé par un tremblement de terre. Le bilan temporaire fait état de près de 2500 morts. Les secouristes redoublent d'efforts pour retrouver des survivants et aider la population durement touchée. La principauté a immédiatement réagi. La Croix-Rouge monégasque se mobilise. Elle est en contact étroit avec le Croissant Rouge marocain pour apporter son soutien aux victimes. Pour faire un don, vous pouvez faire un chèque à l'ordre de la Croix-Rouge monégasque en précisant séisme Maroc, ou vous rendre sur le site internet le www.croix-rouge.mc. Et la mobilisation est mondiale, les soutiens se multiplient et l'aide humanitaire s'organise. Exemple ce soir avec la protection civile française. Bonsoir Jérémy Cranchamp. Bonsoir. Vous êtes actuellement au siège national de la protection civile à Paris dans l'attente d'un départ pour le Maroc. Quels sont les échos que vous avez pu avoir sur place? Écoutez, depuis les premières heures de ce séisme, la protection civile est mobilisée. Nous avons envoyé, avec l'autorisation de l'ambassade du Maroc, un binôme sur place qui est en train d'évaluer et d'analyser la situation pour savoir les besoins précis sur place. Notre équipe ici à Paris, avec une trentaine de bénévoles, est prête au départ dès que les liens avec le Maroc seront concrétisés. Quels sont les besoins réels des Marocains actuellement? Pour l'instant, ce qu'on constate sur place, ce sont des besoins en hébergement d'urgence pour l'instant, mais très rapidement, on le sait dans ce genre de situation, ce sont les produits de première nécessité, les kits d'hygiène qui vont être demandés. Mais pour l'instant, malheureusement, nous sommes encore dans la phase de secours et on espère encore trouver des personnes vivantes sous les décombres. Vous avez cité le mot évaluer. Évaluer les besoins, c'est un travail qui est fait en étroite collaboration avec les autorités marocaines? Oui, c'est un travail qui est fait en étroite collaboration avec les autorités marocaines. La protection civile a bien eu l'autorisation de se rendre sur place pour faire cette évaluation en lien avec la protection civile marocaine, qui elle est un organisme d'État. Contrairement à nous en France, nous sommes une association reconnue d'utilité publique, pour pouvoir faire en sorte que l'action soit coordonnée et la plus précise possible. Le but, oui, est d'agir avec beaucoup de méthodes. De la méthodologie, de la coordination, comme dans toutes les organisations, on essaye de faire en sorte que ça se passe le plus correctement possible, d'autant plus là avec le nombre de victimes. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces petites lenteurs, on va dire, mais globalement, voilà, il y a une petite frustration de pas être sur place, mais il y a aussi un soulagement de dire que ça va être une action parfaitement coordonnée. Eh bien, merci beaucoup Jérémy Cranchamp pour votre témoignage et cette forte mobilisation donc suite au séisme qui a frappé le Maroc. Merci à vous. Autre témoignage, celui d'une famille monégasque qui était en vacances à Marrakech au moment du séisme vendredi soir. On écoute le récit de Pascal Lavagna au micro de Fabien Bonilla. Nous étions dans un restaurant avec un couple d'amis marocains. Et c'était un très beau restaurant et ça a son impact puisque c'était une bonne construction. Donc vers 23 h, on sent une secousse, nous étions au niveau des desserts, mon fils était endormi donc il n'a pas ressenti de choc. Mais nous, donc, on a vraiment une secousse très très violente, très courte aussi.
J'ai tout de suite réalisé que c'était un séisme et nous étions bien placés aussi puisqu'on était à quelques mètres seulement de la sortie qui donnait sur un très grand jardin totalement libre et nous avons donc patienté pendant près de 3 heures dans ce jardin. On a entendu dans le quartier des gens qui étaient extrêmement paniqués, on entendait des gens qui criaient ou qui pleuraient. J'avoue que je n'ai pas forcément réalisé, je ne comprenais pas pourquoi la secousse étant passée. Je n'avais pas entendu de bruit d'effondrement. C'est après sur internet que nous avons vu l'intensité de l'impact, on parlait de 6,8. Et c'est là que je me suis dit que forcément, compte tenu des constructions que nous avions pu voir en visitant Marrakech, il allait forcément y avoir de gros dégâts. On avait aussi peur qu'il y ait des victimes et puis petit à petit, au fur et à mesure de la soirée, le nombre de victimes a été annoncé et n'a fait qu'augmenter malheureusement. Et après, vous avez vu des décombres, vous avez vu quelque chose en repartant peut-être ? En fait, il y avait le minaret d'une mosquée qui s'était effondré, donc c'est vrai que c'était bizarre, la veille on était passé devant et là on voit que la tour n'y est plus. On a également vu qu'un autre minaret était assez endommagé avec des fissures. Et sur le chemin du retour pour aller à l'aéroport, on a pu voir un petit bâtiment qui était complètement éventré. Et là, c'est c'est le plus choquant en fait, c'est de se dire que ce sont des gens qui vivaient paisiblement et quand on voit que tout s'est effondré à l'intérieur, on se doute qu'il y a des victimes. Mais en rentrant après l'aéroport de Nice, le chauffeur de taxi qui nous a ramenés à Monaco nous a expliqué qu'un de ses collègues était aussi présent là-bas et que c'est un miraculé parce qu'il était dans un hôtel, il a pris une excursion nocturne. Quand il est revenu, l'hôtel était entièrement détruit et toutes les personnes qui étaient à l'intérieur sont toutes décédées. Donc c'est là où on se dit que oui, ça se joue à peu de choses et malheureusement aussi c'est bien souvent les personnes les plus fragiles qui sont touchées par des catastrophes comme ça. Donc ça, voilà, on a beaucoup de peine pour tous les Marocains. Une peine à laquelle la principauté s'est associée très rapidement. Le prince Albert II a adressé sa profonde solidarité dans cette difficile épreuve. C'est à sa demande, en sa qualité de président de la Croix-Rouge monégasque, qu'un appel aux dons publics a été lancé, comme je vous le disais, en ouverture de ce JT. Dans un tout autre domaine, l'actualité, c'est également la rentrée scolaire en principauté. 5657 élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Parmi eux, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Ils ont fait leur rentrée en CE2 à l'école FANB. Et pour ce jour si spécial, ils étaient accompagnés de leurs parents, le prince Albert II et la princesse Charlène. Et comment s'est passée la rentrée au collège? Pour certains, c'est une nouvelle étape avec la découverte d'un nouvel établissement. Un moment attendu par les élèves, mais qui peut être aussi stressant pour les parents. Le reportage d'Émilie Terrasson et Thomas Deus. L'heure de la rentrée a sonné au collège Charles III. Après un dernier au revoir aux parents, c'est le moment de passer les portes. Un jour important pour ces nouveaux collégiens qui font leur rentrée en 6e. Aujourd'hui, ça va. Même ce matin, j'avais hâte. Mais au début, quand même, je stressais. C'est une rentrée comme les autres, ça va être un nouveau chapitre. Et voilà, j'espère que je vais avoir des copains dans ma classe et j'espère que cette année va bien se passer. Les parents ont été présents pour soutenir les enfants. Fini l'école élémentaire, cette rentrée est parfois synonyme d'appréhension. La 6e, c'est un passage pour eux, c'est un grand pas. Et je suis plus émue et plus stressée moi-même que mon propre fils. Mais je pense que ça va aller. Ils s'y font plus rapidement que ce qu'on veut bien imaginer. Oui, ça fait quelque chose. On les voit grandir et il y a forcément une appréhension de cette année qui est charnière pour eux. Et ben, on espère de tout cœur que ça va se passer le mieux possible. On est passé par là, nous aussi, il y a très longtemps. Face aux élèves, l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique sont prêts. Chaque collégien est appelé pour découvrir sa classe composée d'une vingtaine d'élèves. Un point d'honneur est mis cette année au bien-être à l'école. On a un gros travail cette année qui va être axé sur le vivre ensemble et aussi sur la découverte et le travail sur l'identité des élèves. Les points forts, les points faibles, individualiser le travail pour chaque élève, savoir qu'est-ce qu'il doit faire, pas faire, de manière à le rendre plus autonome et lui rendre une meilleure confiance en lui. L'année prochaine, la rentrée devrait se faire dans un nouveau bâtiment, mais pour le moment, il est l'heure de rejoindre les salles de classe. Après le collège, le lycée, la dernière étape avant les études supérieures, Frédéric Hélion et Lionel Bernardi ont suivi la rentrée au lycée Albert Ier et Régnier III. Elle ne laisse personne indifférent. Certains sont stressés, d'autres impatients. Chacun vit la rentrée scolaire à sa façon. Au lycée Albert Ier, 856 élèves ont retrouvé ou découvert leur établissement.
Les BTS étaient les premiers sur le pont dès 8h30. 30 élèves de cette filière post-bac, spécialisés dans le support à l'action managériale, ont été accueillis par le proviseur du lycée Albert Ier. Un peu comme les élèves, hein, on a toujours cette excitation du jour de la rentrée. On est dans l'attente des nouveaux visages, que ce soit des enseignants, du personnel, mais également des élèves. Mais c'est toujours un plaisir de les accueillir. Le lycée peut s'enorgueillir d'avoir chaque année d'excellents résultats aux examens, que ce soit le baccalauréat, mais également le post-bac. Donc notre mission, bien, c'est de maintenir ce niveau d'excellence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 100% de réussite au bac général et technologique l'an dernier. À 9h, une plus grosse affluence avec la rentrée des classes de terminale, une année primordiale, la dernière au lycée avec beaucoup d'enjeux. Franchement, on a un peu peur parce que du coup, il y a le bac, etc. et tout, et surtout qu'après, en fait, on passe à la fac. Donc, on se prépare pour notre métier, quoi. C'est beaucoup d'émotions. Ça va être ma dernière année ici au lycée. Après, c'est sûrement l'université. Du coup, ça change beaucoup l'année prochaine. On va dire que le lycée, c'était un peu un endroit sûr parce qu'on connaît tout le monde. Du coup, l'année prochaine, ça va être plus la surprise. La joie, mais un peu nostalgique parce que dernière année, bon moment passé ici avec les amis. Donc ouais, un peu nostalgique. Et quoi de mieux qu'une photo de classe avec ses nouveaux camarades de terminale pour ajouter un peu de nostalgie. La rentrée est aussi un moment fort pour les professeurs et ce, malgré les années. Et c'est ma 16e rentrée. Je suis un vétéran du lycée Albert Ier. Il y a de l'émotion. En fait, c'est le moment de la rencontre. On rencontre nos classes et l'enjeu des terminales est tellement fort qu'en fait, on fait équipe et on s'accompagne tous ensemble pendant un an. Et c'est un moment fort que cette première rencontre-là. Et voilà, beaucoup de choses s'y jouent. Une rentrée particulière aussi au lycée Régnier 3, la première depuis le changement de nom de l'établissement. 414 élèves ont retrouvé les bancs de l'ex-lycée technique et hôtelier. Une rentrée sous le signe du dynamisme et du renouveau avec des projets majeurs. Nous accueillons le 5 octobre la compétition Young Chef Young Waiter et nous essaierons de nous associer aux événements liés aux 75 ans de l'UNESCO qui auront lieu en 2024 au travers de projets pédagogiques ambitieux. Et nos équipes sont déjà à l'œuvre dans ce sens. Beaucoup de débouchés et de formations possibles pour les élèves, on l'a entendu, avec d'autres nouvelles formations aussi qui vont être proposées, c'est ça? Oui, BTS Comptabilité et Gestion, qui étaient au lycée Albert Ier et qui sont dans cet établissement depuis cette année, et aussi des CGL 2 et L3 qui sont toujours en comptabilité et gestion, la licence. Le bien-être des élèves est primordial en principauté. Des formations et des ateliers de sensibilisation seront organisés dans différents établissements pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, fléau qu'Action Innocence Monaco tente de stopper depuis plus de 20 ans maintenant. Cette association informe et sensibilise les jeunes et les parents sur toutes les formes de harcèlement. La secrétaire générale d'Action Innocence est notre invitée ce soir. Bonsoir Frédéric de Chambure. Bonsoir Émilie. Une réaction tout d'abord. La direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a dévoilé un plan ambitieux contre le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela m'inspire que c'est une nécessité. Nous avons vu cette année des cas de plus en plus graves de harcèlement au sein de la principauté. Je pense qu'il faut maintenant prendre ça à bras-le-corps. D'ailleurs, on s'aperçoit que la France le fait. La principauté suit, c'est merveilleux. Et j'espère maintenant que les réponses vont être données à toutes ces victimes de harcèlement. 10 cas de harcèlement ont été relevés l'année dernière, c'est encore trop ? C'est beaucoup trop et je pense que 10 cas de harcèlement, on va parler des 10 cas les plus sérieux, mais je pense que le chiffre est bien plus élevé. Comment votre association intervenait en milieu scolaire et durant tout au long de l'année ? Tout au long de l'année, nous faisons des préventions avec nos psychologues au sein des établissements scolaires. Et c'est vrai que nous nous rendons compte que les enfants sont de plus en plus concernés et victimes de ça. Il faut avouer que cette année, notre association a pris un nouveau tournant, puisque maintenant nous accueillons aussi les victimes de harcèlement scolaire et leurs familles, qui souvent sont sans réponse, sont démunies et sont toutes avec une cellule familiale en crise, étant donné que les enfants sont dans des états terribles. Quelles sont les clés pour vaincre ce fléau qui débute de plus en plus tôt, hein ?
Les clés pour vaincre ça, c'était effectivement maintenant le harcèlement scolaire démarre dès le primaire. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les enfants, notamment à Monaco, 50% des enfants ont un smartphone en principauté et 23% environ dès le CE1. Les réseaux sociaux sont le facteur de harcèlement, notamment WhatsApp, TikTok, qui, je le rappelle, sont quand même des réseaux qui sont interdits aux moins de 13 ans. Donc les enfants de primaire ne devraient pas être sur ces réseaux. C'est donc la responsabilité des parents, pas simplement celle de l'éducation nationale, c'est surtout la responsabilité des parents qui autorisent leurs enfants à aller sur ces réseaux alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Et c'est assez anecdotique parce que les enfants ou les ados aujourd'hui n'ont jamais connu un monde sans Internet et sans réseaux sociaux. Cela montre aussi que la manière de communiquer et de dialoguer a aussi changé. Je pense que tout a changé, notamment l'éducation a changé. C'est vrai qu'on a toujours pensé que l'école était une espèce de sanctuaire, un lieu réservé au savoir et à l'enseignement. Et il s'avère que maintenant, il y a une collision entre ce lieu un peu sanctuarisé et les réseaux sociaux et toute la violence qui l'accompagne. Et maintenant, cela a un impact au sein même du fonctionnement de l'école. Étant donné que les enfants n'arrivent plus à être éduqués correctement, ils n'arrivent plus à assimiler parce qu'ils sont eux-mêmes victimes et ils sont emmenés dans cette déferlante des réseaux sociaux. Et quels seraient vos conseils? Réguler l'usage des tablettes, des téléphones portables par exemple? Moi j'ai déjà un conseil, je pense qu'il faut revoir l'éducation. L'éducation c'est plus simplement le savoir, c'est aussi l'empathie, les émotions. Il y a toute cette gestion des émotions qui doit être prise maintenant en cause et qui doit être mise en place au sein de l'éducation nationale. Les émotions, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le respect de l'autre et ça doit commencer dès la maternelle. On doit apprendre à l'enfant qu'il ne doit pas faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Et surtout qu'il accueille avec bienveillance ce qui se passe. Pas en étant un suiveur haineux. La semaine dernière, notre invité, le psychopédagogue Bruno Imbeck, disait sur notre antenne qu'il ne faut surtout pas chercher de signes. Le harcèlement dont est victime un enfant ne se voit pas, il s'entend. C'est un petit peu aussi la teneur de vos propos. Vous partagez son avis, il faut savoir être à l'écoute et prioriser le dialogue sans minimiser les émotions. Exactement, et surtout il faut aussi avoir une vraie formation des équipes pédagogiques et il faut que ça soit accepté par les encadrants. C'est-à-dire que leur rôle n'est pas simplement d'enseigner, mais aussi de voir, d'écouter, d'analyser et de ressentir. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de Chambure. On le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'association Action Innocence. Merci, au revoir. Dans le reste de l'actualité en bref, le gouvernement princier lance son forum de l'emploi. Il aura lieu le vendredi 15 septembre au Grimaldi Forum. Les personnes en recherche d'emploi pourront aller à la rencontre des employeurs monégasques ou leurs représentants et découvrir ainsi leurs offres lors d'une journée inédite. Ambiance Charleston pour la 10e édition du rallye féminin des voitures anciennes. Cet événement organisé au profit de Child Care pour l'enfance défavorisée aura rassemblé une centaine de participants et pour sa 10e édition, le rallye a ouvert ses portes à la jante masculine. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Terrasson, Julien Logier et Clélia Renaud. Une arrivée remarquée hier sur la place du Palais. Pour cette 10e édition du rallye féminin des voitures anciennes, une centaine de participants s'étaient inscrits, tous réunis au profit de l'association Child Care Monaco qui soutient l'éducation des enfants défavorisés dans le monde. C'est une idée que j'ai eue parce que je suis passionnée de voitures anciennes et donc je voulais joindre l'utile à l'agréable pour récolter des fonds pour nos missions humanitaires. Et donc l'idée d'un rallye de voitures anciennes s'est imposée, est venue à moi comme une invitation, comme ça, comme par magie. Pour la première fois, les hommes étaient également conviés. Tous ont revêtu une tenue sur le thème de Charleston, une édition qui rend hommage au centenaire du prince Régnier III. Le thème Charleston, les années 20, les années folles, on essaie chaque année de trouver des idées qui sortent d'ordinaire et on essaie de jouer le jeu. Voilà, le ridicule ne tue pas et on est là pour une bonne cause surtout. 40 voitures ont participé à l'événement. 2 véhicules de la collection privée du prince souverain ont également pris la route. Une journée placée sous le signe du partage et de la convivialité.
C'était magique d'avoir une si belle journée avec autant de sublimes voitures, des gens fort sympathiques et tout ça au profit de Childcare. Donc c'était essentiel pour moi de participer. 10 ans après la création de l'événement, l'association Childcare Monaco continue donc de rassembler les passionnés de voitures anciennes. La reprise du championnat, c'est ce samedi pour l'AS Monaco Basket. Les joueurs d'Obradovic se déplacent à Limoges. Le premier match à domicile aura lieu le 26 septembre à Gaston-Médecin. Sachez que la campagne d'abonnement débute ce jeudi avec 3 abonnements possibles qui vous permettra de suivre la saison de la Roca Team en championnat ou en Euroleague, ou les deux. Plus d'informations sur le site officiel du club. Avant de s'envoler pour l'Asie, pour le Grand Prix de Singapour, Charles Leclerc a participé ce week-end au trophée Jules Bianchi sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Le pilote monégasque et d'autres célébrités comme Jean Alesi ou Arthur Leclerc se sont relayés pour soutenir ce marathon de karting en mémoire de Jules Bianchi, pilote de Formule 1 décédé en 2015 et qui était un proche de Charles Leclerc. Nous retrouvons à présent Christine Datomel pour une toute nouvelle rubrique sur Monaco Info. Tous les lundis, mercredis et vendredis, notre journaliste partira à la rencontre de ceux qui font Monaco pour vous faire découvrir leur histoire. Aujourd'hui, elle vous emmène du côté de Fontvieille où un nouveau commerce vient d'ouvrir ses portes, Christinda. Oui, Émilie, et aujourd'hui je me trouve au Grain de Papier, le bureau de tabac du quartier de Fontvieille. Un bureau de tabac qui avait fermé ses portes il y a quelques mois maintenant. Il vient enfin de réouvrir et vous allez le voir, une grande athlète monégasque tient aujourd'hui ces lieux. Alors vous êtes bien connu en principauté, surtout pour vos exploits en tennis de table. Vous avez porté au plus haut les couleurs de Monaco. Oui, c'est vrai que grâce à mon sport, j'ai fait beaucoup de résultats récemment. Je suis très contente. Je pense que c'est une façon de remercier mon Seigneur et aussi Madame Lambin, tous les gens comme comité olympique qui me soutient derrière depuis toujours. Donc j'ai essayé de grimper le plus haut possible par la suite. Vous avez ouvert depuis un mois ici à Fontvieille. Le bureau de tabac manquait à tout le monde. Les gens ne le savent peut-être pas encore, ceux qui vous regardent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quel message vous souhaitez leur faire passer pour qu'ils viennent vous voir? C'est vrai qu'on est ouvert depuis pas longtemps, juste un mois seulement. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, si vous voulez, vous pouvez venir passer dans mon tabac. On essaye d'avoir tout ce que vous aurez besoin et on a essayé de grandir le tabac le mieux possible, travailler le mieux possible dans notre tabac et on est là pour vous. Si vous avez besoin quel que soit, on est là pour vous. Voilà, bienvenue. Et puis les fans de ping-pong, ils pourront vous demander des conseils s'ils viennent vous voir? Ah oui, avec grand plaisir aussi. Des gens, ils veulent des conseils. Voilà, je suis là pour toutes les questions. Alors si vous aussi vous souhaitez venir soutenir notre pongiste monégasque et son mari, alors cette fois-ci bien sûr pas aux abords des terrains de tennis de table, mais ici à Fontvieille, au Grain de Papier, ils ont ouvert il y a seulement un mois. Ils sont ouverts tous les jours de 8h à 19h et le samedi et dimanche de 8h30 à 12h30. Et regardez autour de vous, peut-être que Christine Datomel viendra du côté de chez vous pour nous raconter votre histoire. Place à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever. Quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir à toutes et à tous. Il faut s'attendre à une dégradation demain en principauté avec un temps orageux. Il fera nuageux tout au long de la journée avec un risque de pluie dans l'après-midi. Les températures baissent d'un poil avec 26 degrés attendus pour la maximale. En ce mardi 12 septembre, Saint Apollinaire est à l'honneur. Merci Yannick, ce journal est à présent terminé. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte en images avec la rentrée scolaire en principauté. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.